Christian Saint-Jacques, merci de nous accueillir à ton érablière, l'érablière Saint-Jacques, dans la montagne de... pas de Saint-Paul, on dit plus ça. Mont-Yamaska. On dit maintenant le Mont-Yamaska. Alors, toi, Christian, tu as un long parcours avant d'arriver à ton érablière, qui est un projet de vie aussi. T'es fils d'agriculteur. Peux-tu nous parler un peu de l'entreprise où tu es né, puis comment, puis pourquoi, avec le temps, tu as choisi de devenir agriculteur? Oui. Salut Pierre, puis merci de donner la chance de pouvoir expliquer un peu mon parcours et tout, là, mais ça remonte à loin. Dès mon jeune âge, là, moi j'ai commencé, j'allais tout le temps chez mon grand-père, grand-père Saint-Jacques, qui était pas trop loin de chez la ferme de mes parents. Là. À 6 ans, j'étais déjà chez mon grand-père à conduire le tracteur pour faire les foins l'été. 6-7 ans, là, j'ai commencé à... Là, j'étais pas assis sur le siège, je tenais le volant comme ça, puis je me souviens avec mon oncle qu'on faisait les foins. Là. Fait que déjà jeune, là, j'étais dans ça pas mal. Chez nous, mon père, avec l'entreprise qui avait aussi grande culture, déjà des années 60. Là. Fait que j'ai été élevé sur la ferme, puis là-dedans, j'ai suivi mon grand-père toute mon enfance. Fait que l'agriculture, j'ai découvert ça très, très de bonne heure, très, très jeune. Là. Fait que ça m'a... Même dans mes études, je me suis pas destiné à aller en agriculture, même parce que moi, j'avais plus le côté là, industriel. Fait que j'ai fait un cours de machiniste. Ah, ouais. Ouais, j'ai ma formation de machiniste, mais j'ai jamais travaillé en machiniste. Parce que quand à la sortie de mes cours, les dernières années, là, mon père il avait la ferme, puis là, ça avait profité un petit peu, fait qu'il avait besoin de main-d'œuvre, comme bien des entreprises. Fait que j'aidais beaucoup à la ferme déjà là. Fait que ça m'a emmené là, à 18 ans à faire le premier achat de ma première terre à l'âge de 18 ans. Quand même. Ouais, mais la ferme de mon grand-père, qui est mon oncle, qui était plus jeune que mon père, avait acheté, lui, il avait la chance d'acheter une terre voisine de la sienne. Fait que la terre que j'ai eu la chance d'acheter était comme à 3-4 km plus loin. Fait qu'il me l'a vendu, puis ça doit être voisin de mon père. Fait que c'était une chance unique que j'ai eue là, à cet âge-là d'acheter. On fait toujours sa chance un petit peu. Est-ce qu'à cette époque-là, ton grand-père avait une érablière? Oui, l'érablière que mon grand-père avait, là, ça se trouve être... mon grand-père Saint-Jacques, quand il a acheté cette érablière-là, elle venait du côté des poiriers de ma grand-mère. Fait que c'est une érablière familiale là, qui est là depuis plusieurs générations. Là. C'est l'arrière-grand-père de mon père là, qui avait l'érablière. Fait que ça s'est transmis. Mon grand-père Saint-Jacques, il a vendu ça à une de ses filles, qui était la plus vieille de la famille, dans les années 70, là, qui est milieu 70. Et, eux, ils ont développé là, cette partie-là, cette érablière-là. Puis aujourd'hui, moi, j'ai été élevé là-dedans. Je venais à 6-7 ans, là, je venais faire à la cabane quand mon père faisait les sucres avec mon grand-père. Là. J'ai des souvenirs qu'on montait en tracteur là, dans le temps là, pour monter à la cabane. Puis quand mon oncle, ma tante ont acheté, ils ont construit une nouvelle cabane. Puis là, ils ont développé beaucoup. Dans les premières années qu'ils s'étaient installés de la tibulure, là, eux autres, ils ont fait ça. C'est mon père qui faisait couler pendant une quinzaine d'années à cette érablière-là. Fait que, j'ai été élevé aussi dans le sirop. Pour ça, il y a une période où mon père a délaissé ça pour se concentrer plus sur notre entreprise agricole, parce que dans ces périodes-là, on a formé une société, mon père, mon frère et moi, qui a duré 20 ans ensemble. Puis, dans les années 90, là, mon père a racheté un lot avec une cabane à sucre, qui est la voisine d'ici. Puis moi, j'ai eu la chance, là, en 2019, d'acheter le lot qui venait de mon grand-père, puis d'acheter de ma tante de la succession quand elle est décédée. Là. On est vraiment dans le terroir Saint-Jacques ici. Là, on est vraiment dans les... Aussi, là, on est chez les Saint-Jacques. On est en plein cœur de Tu t'es beaucoup impliqué, puis ça, c'est une partie de toi que les gens vont sûrement apprécier de connaître. Premièrement, moi, mon premier souvenir de toi, c'est l'agro-environnement. J'entends parler de Christian Saint-Jacques dans les fins des années 80, début des années 90, quand il y a des comités qui veulent parler d'agro-environnement à l'UPA. Le nom de Christian Saint-Jacques revient tout de suite. Après ça, tu as été présent beaucoup dans le syndicalisme agricole. Tu pourrais-tu nous parler un peu de ça en commençant par l'agro-environnement, puis nous expliquer comment ça t'est venu, là, parce que t'es un pionnier là-dedans, là. Oui, un pionnier, oui, c'est parce que ça fait longtemps peut-être que je baigne là-dedans, mais avec l'entreprise agricole en grande culture qu'on avait, nous, on était des gens à tout le temps se questionner sur ce qu'on faisait pour s'améliorer. Puis déjà, comme tu dis, dans les années 80, début 80, là,
Quand on faisait nos plans de culture, tout ça, on avait des porcheries, on avait du lisier. Dans ces années-là, les méthodes du temps, là, le lisier, là, on s'en débarrassait. On ne se servait pas de ça, du lisier, pour faire pousser nos plantes. On s'en débarrassait carrément, c'était comme ça. Là. Fait qu'on mettait des quantités phénoménales à l'acre de lisier sans le calculer qu'est-ce que ça valait. Puis moi, ça m'a toujours chicoté. Fait qu'avec des gens du MAPAC, on s'est mis à faire des expériences, à savoir, regarde, on peut-tu calculer une valeur à ça, l'appliquer au champ pour être capable de sauver en engrais chimiques. Fait que, si on fait ça, puis notre rendement il continue de s'améliorer, puis ça fait en sorte qu'on améliore les conditions au niveau de l'environnement. Fait que c'est là que j'ai eu la piqûre de s'améliorer puis d'être préoccupé par l'environnement. Quand j'ai eu la chance de m'impliquer au niveau de mon syndicat de base à l'UPA dans le temps, dans mon secteur, ça s'est bien passé particulièrement parce que mon voisin, un matin, il débarque. Il arrive chez nous, il dit « Là, t'as une réunion à soir. » J'ai dit « Quoi ça, une réunion à soir? » « Ouais, il dit « Tu vas prendre ma place au syndicat de base, puis c'est toi qui vas aller nous représenter le secteur là-dessus. » J'ai dit « OK, c'est correct. » Fait que c'est là, comme ça, je me suis impliqué dans mon organisation de producteurs chez nous, 82, je pense, 83. Là. Puis c'est dans les mêmes années où, au niveau de l'environnement, on s'est mis à se questionner aussi au niveau des pesticides qu'on appliquait. Puis là, on avait les permis qui se mettaient en place pour les producteurs, puis tout ça. Là. Fait que moi, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait organiser des sessions, des cours pour les producteurs. Dans la même année, je pense qu'on avait fait 8 ou 9 sessions de cours au niveau des producteurs dans le coin. Là, une centaine de producteurs qui avaient suivi les cours là, pour les pesticides. Là. Ça t'a amené aussi à t'impliquer. Ben, les gens te voyaient, ils appréciaient ce que tu faisais. Puis, à un moment donné, ben, tu es devenu président de l'UPA Montérégie. Ben, c'est toi qui... La chance que j'ai eue là, au niveau de mon syndicat de base dans le temps, c'est que les présidents qui étaient là, c'était tous des présidents de production spécialisée. Des gars comme André Mousseau, François Béchard, Léon Hébert, qui avaient des spécialités fruits et légumes ou les serres. Fait qu'au niveau de la Fédération régionale de Saint-Hyacinthe, moi, ils m'ont élu président, vice-président, c'est-à-dire. Fait que moi, je siégeais déjà dans ces années-là à la Fédération régionale. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'impliquer dans un comité de l'agro-environnement à la Fédération régionale. Puis en même temps, ça m'a emmené à Longueuil sur des comités d'environnement. Fait que c'est... Il y avait deux choses, moi, qui me passionnaient là, dans cette implication-là. C'était l'agro-environnement. Puis c'était la protection du territoire agricole, des activités agricoles. Ouais, ça, c'était mes gros dadas. Oui, on pourrait parler longuement de l'usine d'Excel d'Or. On ne le fera pas nécessairement, mais la protection du territoire agricole, je sais que c'est quelque chose que tu as toujours tenu beaucoup à cœur. Puis je pense que même aujourd'hui encore, même si tu as pris une semblant de retraite, c'est-à-dire tu es moins impliqué dans le syndicalisme agricole, mais tu es toujours très impliqué dans beaucoup d'organisations. Puis un jour, ben, tu décides de t'implanter dans le terroir Saint-Jacques au Mont-Yamaska, puis tu fais le virage pour t'en aller en acériculture. Si tu avais à comparer ce que tu faisais dans le temps de ton grand-père Saint-Jacques avec ton père puis toi maintenant au niveau de l'acériculture, qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé? Puis qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Là? Ce qui m'a attiré là-dedans, c'était d'être près de la nature, premièrement. T'sais, j'ai toujours été près de la nature, je veux pas, mais ça, c'est encore plus vrai. Là. Puis, tu sais, c'est... On pourrait dire, tu sais, quand tu as ça dans le sang, là, moi, ça m'a toujours été impressionné sur la sériculture, autant dans le temps, mon grand-père. Hey, mon grand-père, là, quand je me souviens que j'allais, c'était avec les chevaux, puis la grosse tube, là. Il faisait la tournée comme ça, puis il y avait quelques mille lenteurs là, dans ces années-là. Là. Tu sais, c'était beaucoup d'ouvrages, là. C'est sûr que ça a évolué. Aujourd'hui, on est sur la tubuleux avec des équipements modernes. Puis moi, quand j'ai décidé d'investir là-dedans, quand j'ai commencé à regarder l'achat des équipements, la chose que je disais à nos vendeurs d'équipements, moi, je suis bien travaillant, mais je suis aussi bien paresseux. Fait que, je veux travailler avec le maximum d'efficacité pour être capable d'aller chercher la meilleure qualité possible, puis tout ce qui vient avec ça, là, en se donnant des bons équipements pour avoir de l'agrément. Travailler avec plaisir. Parce que je sais que pour toi aussi, il y a de la qualité de vie. C'est pas juste ta qualité de vie professionnelle, c'est aussi une qualité de vie personnelle que tu recherches.
Quand ton père, moi j'ai longtemps acheté du sirop d'érable de ton père, puis de ta mère qui vendait quasiment le sucre d'érable de porte en porte, c'était des gens vaillants. Là. On peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé dans leur vie. Sûr. Les gens s'imaginent pas à l'époque aussi que le sirop d'érable, il fallait qu'il soit canné, il fallait qu'il soit... tu sais, tu me dis toujours que faire du sucre, là, c'est une opération qui est complexe, puis c'est long. Il faut que tu extrais beaucoup de sirop d'érable pour arriver à faire ton sucre, ton extraordinaire sucre d'érable. Fait que toi, tu vends en baril, en fond. Bon, on a toutes les façons. Là. C'est sûr qu'en investissant comme ça, avec le nombre d'entailles, on peut pas faire le détail, la vente à nos clients de toutes ces quantités-là. Fait qu'on est allé chercher une des conditions, c'était d'avoir du contingent. Je ne pouvais pas investir là-dedans sans avoir de contingent non plus, parce que la majeure partie du sirop qu'on produit s'en va à la fédération en baril. Mais il reste que mon plaisir, c'est aussi de faire de la surtransformation, de la transformation, puis garder ce contact-là avec les clients qu'on a. Puis c'est aussi, on veut se démarquer dans ce qu'on va faire comme produit. Fait que c'est pour ça que, tu sais, oui, on va vendre du sirop, du beurre d'érable, du sucre granulé, puis tout ce qui vient avec, les cornets dans la période du printemps. Mais moi, tu sais, mon produit fort, qu'on s'enligne de plus en plus, c'est le sucre granulé, justement. Là, parce que ça, quand tu y goûtes, tu l'adoptes. C'est ça, regarde, la clientèle qu'on a. Là, sors le sucre blanc de la maison. Un bon exemple. Moi, à la maison, nous, on n'a que ça. Fait que, tu sais, le sucre blanc, on n'utilise même plus ça. Parce que contrairement à ce que les gens pensent... Ben, c'est naturel. C'est naturel, en plus. C'est prouvé là, que c'est de plus en plus... que c'est un produit qui est bon pour la santé. Oui, c'est les récentes études, d'ailleurs, de l'Université Laval. On invite les gens à aller se renseigner là-dessus. Là. Ils ont démontré que tous les produits de l'érable, c'est des produits qui sont bons pour la santé. Il ne faut pas les surconsommer, comme tous les sucres, mais c'est avec une bonne dose, là, chaque jour. C'est bon. Ça va éloigner les maladies cardiaques et plein de choses. C'est pour ça que je veux toujours faire de la transformation. On s'est équipé pour faire de la transformation. Fait que là, on développe un petit peu là, tranquillement là, ces produits-là. Là, on a commencé à mettre dans des kiosques là, notre sucre granulé là, pour l'offrir un peu plus largement là, au monde. Là. Fait que, dans le fond, tu fais ta mise en marché tout seul pour ça. Oui. Je pense qu'il faut expliquer un petit peu aux gens aussi la Fédération les producteurs et productrices agricoles du Québec, ce qui était la Fédération. Eux autres, dans le fond, ils gèrent ce qui est produit en baril. Ça fait que ça s'en va dans des usines, puis ça s'en va... c'est vendu dans... Tu sais, ton sirop d'érable, il est peut-être consommé au Japon, puis tu ne le sauras jamais. Là. Mais tout ce que tu produis ici à l'érablière, là, c'est quelque chose que tu vends toi-même au détail. C'est au détail vendu localement, là, dans la région de Saint-Hyacinthe, la Rive-Sud, un petit peu à Montréal, là, mais beaucoup la Rive-Sud, là, on a beaucoup de clients. Puis c'est l'entreprise l'érablière qu'on a mis en place, là, c'est aussi, regarde, moi, des fois, je fais des farces, c'est mon projet de retraite, mais c'est aussi une entreprise familiale. Moi, j'ai impliqué Mélanie, ma conjointe, dans ça, mes 2 garçons. On est les 4 sociétaires de l'érablière, puis, tu sais, on a chacun, selon différentes étapes de notre vie, on participé à notre façon. Tu sais, j'ai Pascal, qui, lui, c'est vraiment, là, il est maniaque de l'érablière, mais surtout la partie production. Le printemps, là, avec son métier d'archéologue, il est disponible le printemps, fait qu'il vient passer les 2 mois à l'érablière dans le temps de la production ici. Mélanie, c'est plus la partie marketing puis les ventes. Là, elle, c'est dans son domaine. Fait que, tu sais, puis mon autre garçon, Gabriel, qui est impliqué dans l'érablière, mais il n'a pas encore mis... de temps là-dedans, parce que lui, là, il vient d'avoir un petit bébé, mon premier petit-fils. C'est quand même le 3e dans la famille, là. Puis Mélanie, elle a déjà 2 petits-enfants de son côté. Fait que, mais, tu sais, lui aussi, il veut s'impliquer, mais avec des conditions. Moi, je me dis, je suis là pour le faire, et chacun à sa façon donner le temps qu'ils vont être capables de donner. Il y a ton père qui est aussi qui a été un bon enseignant, je pense, pour toi autant que pour Pascal. C'est là que j'ai pris mon expérience à l'érablière de mon père. Hein. Qui était beaucoup plus petite que la tienne. Mais le contexte était différent. Il faut dire que le contexte était complètement différent. En parlant de ton érablière, j'aimerais ça qu'on aille visiter ça, si tu as quelques minutes pour nous autres. Ben oui, ça me fait plaisir de vous montrer les équipements qu'on a à l'intérieur. Bon, ben on est prêts, on y va.
Là, Christian, on a vu le silo qu'il y a à l'extérieur. Maintenant, à partir de l'eau d'érable qui a été collectée et qui s'en va dans ce silo-là, c'est quoi les opérations qui vont se produire dans l'érablière? Bien, à partir du silo, la deuxième étape, c'est le concentrateur. C'est notre machine c'est une osmose. Par pression, dans des filtres, on concentre l'eau d'érable. Ça veut dire qu'on augmente le taux de Brix dans l'eau d'érable pour un peu amener une économie au niveau de la production du sirop d'érable, puis avoir moins d'eau. Ça fait en sorte qu'on a moins d'eau d'érable à concentrer dans l'évaporateur. Ça, c'est la machine qui fait ça. C'est ça qui est notre équipement qui fait en sorte dans les colonnes ici, qui sont des équipements, c'est là-dedans qui sont les membranes, comme on appelle, de filtration. Qui font en sorte de concentrer l'eau d'érable. OK. C'est ça. Ensuite, c'est dans nos bassins. Ce bassin-là, il est réfrigéré. OK. Il y a une unité réfrigérée dessus. Fait qu'on envoie le concentré d'eau d'érable dans ce bassin-là. Ça fait en sorte qu'on peut le conserver plusieurs jours. Okay. Fait qu'on peut accumuler une journée, 2 jours, 3 jours. Contrairement auparavant, ton père ne pouvait pas faire ça, puis encore moins ton grand-père. Non, parce que les bassins qui étaient ouverts, l'eau d'érable, on ne pouvait pas la garder. Il fallait la bouillir la journée même pour avoir une qualité exceptionnelle de sirop. Là. Mais en faisant ça avec un refroidisseur de cette façon-là, on peut garder notre concentré quelques jours. Puis ça n'amène aucun changement au niveau de l'eau d'érable parce que le goût, la qualité est conservée naturelle. Okay. Donc après ça, on va, avec une pompe, ce concentré-là va alimenter l'évaporateur pour faire le sirop. Les autres équipements qu'on voit, les autres bassins, ça sert? Un coup qu'on a concentré notre eau d'érable, on a un résidu qui est du filtrat. C'est une eau qui est pure parce qu'on a tout gardé ce qu'on voulait garder dans le concentré. Fait que tous nos minéraux puis ce qui est bon pour faire le sirop est gardé dans le concentré. Mais le filtrat, qui est le résidu, mais lui, on s'en sert pour tout laver nos équipements à chaque journée, à la fin de la journée. Fait qu'on l'accumule dans d'autres bassins. Puis le deuxième bassin qui est ici à côté, lui, on a un circulateur avec notre évaporateur. Quand on produit le sirop, les cheminées qui ont la vapeur, fait en sorte qu'on fait de l'eau chaude. Fait qu'on garde... j'ai un bassin de 600 gallons où on fait de l'eau chaude avec ça, qui sert à laver les équipements en fin de journée en même temps. Ouais. C'était vraiment comme une production circulaire. Là. On conserve l'eau, puis on recycle notre eau pour être capable de s'en servir pour faire laver les équipements en fin de journée. Là, on en a 2 autres qui ont des formes différentes, probablement un usage différent aussi. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi leur utilité dans ta chaîne de production? C'est ça. Les autres bassins, mais ils servent tous à accumuler du concentré ou de l'eau d'érable. Le printemps passé, on a aussi amené la production de mon père ici, dans notre cabane. Fait que son eau d'érable, on l'a emmené dans le bassin numéro 4 qui est là, pour la concentrer après ça avec le séparateur. Puis l'autre, cet équipement-là qui est ici, qu'on voit là, ici, lui, il sert... dans le fond, c'est lui... Après que le sirop est produit, ça en vient dans ça. C'est un bain-marie de 100 gallons où on accumule le sirop dedans pour le mettre après dans nos barils ou dans nos cannes quand on veut le canner. Ça, c'est en continu, là. C'est en continu. Ça reste pas. Faut pas que les gens pensent là, que ça... Non, à chaque journée, fin de journée, soit qu'il est mis dans les bassins, dans les barils ou il est mis dans les cannes quand on décide de le canner pour la vente direct à nos clients. Là. Mais c'est un bain-marie, ça veut dire qu'on met le sirop dedans, il est conservé à 185 degrés, qui est la température idéale pour soit le mettre dans les barils ou dans les cannes. Ça fait en sorte que les cannes ou les barils vont se stériliser pour la conservation plus tard. La température idéale, c'est 185 degrés. Fait qu'on ajuste notre bain-marie à cette température-là. Fait que le sirop, il peut rester là-dedans toute la journée. Pour le mettre après ça dans les contenants. Dépendant parce que c'est variable. Il faut expliquer aux gens là, que dans une journée, on peut produire 150 gallons de sirop ou on peut en produire rien que 50. Oui, c'est ça. C'est pas en continu. C'est pas en continu. Lui, il y a une réserve de 100 gallons. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées qu'il faut... dans l'après-midi, il faut le mettre dans les barils pour faire notre place. Toi, une particularité qu'on peut donner à ton sirop, c'est que c'est un sirop de montagne, là. C'est d'érable de montagne. C'est pas de la plaine, c'est vraiment... Le Mont Yamaska, il n'y a pas juste une érablière non plus, là. Il y en a plusieurs, là. Il y a une vingtaine d'érablières sur le Mont Yamaska, puis c'est sûr que quand on dit du sirop de montagne, c'est différent des autres régions. C'est un peu comme le vin. C'est le terroir qui fait en sorte que le goût
est différent. Fait que nous, on est sur un cap de roche, dans le fond, dans la montagne. Fait qu'on a un sirop qui est doux, un goût particulier. Un peu plus minéral aussi. Là, il y a un petit goût minéral, ben, parce que c'est une particularité que j'ai notée, moi, depuis que j'en consomme des quantités industrielles. Maintenant, la bouilleuse, une bouilleuse, on appelle, c'est plus ça comme ça maintenant, là, mais... c'est un évaporateur. Un évaporateur, ça a beaucoup changé par rapport à celui de mon grand-père dans la Beauce, puis de ton grand-père Saint-Jacques. Oui, les équipements, là, on parle plus du tout de la même chose, fait qu'on va aller voir ça. Si tu pouvais nous expliquer ça, on va aller t'expliquer ça. Là, Christian, on a vu le début des opérations. Là, on est dans le bureau de l'alchimiste, hein, celui qui va transformer l'eau d'érable en bon sirop d'érable, puis en multitude de produits après. Mais là, quand je regarde ton évaporateur, celui de mon grand-père, il était plutôt primitif par rapport au tien. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la technologie, puis qu'est-ce que tu aimes de travailler avec cette machine-là? Ben, c'est sûr que les évaporateurs d'aujourd'hui, il y a des technologies avec ça électroniques qui font en sorte qu'on a des sécurités. Ça veut dire que quand l'eau d'érable pénètre dans l'évaporateur, ben, on a des niveaux, c'est contrôlé électronique, parce qu'on ne peut pas se permettre de manquer d'eau quand on chauffe l'évaporateur. Si on manque d'eau, mais on peut endommager notre panne. La panne, c'est dans quoi le sirop est fait, là. Fait que on a des équipements qui contrôlent les niveaux d'eau, qui contrôlent la sortie pour le sirop aussi, là. Puis nous, quand on démarre la machine le matin, ça prend à peu près une demi-heure, 30 minutes. Là, le sirop commence à sortir. Puis là, quand le sirop débute, se met à sortir, mais là, ça prend une personne qui est là à temps plein pour calibrer, tout le temps surveiller le bon taux de Brix que le sirop va avoir à la sortie, pour garder une qualité constante, là, au niveau de la sortie du sirop. Est-ce que ça te permet d'avoir des heures peut-être plus, je dirais pas normales, parce que c'est intense, là, la période des sucres, là, mais est-ce que contrairement à autrefois, on entendait dire beaucoup, là, nos grands-parents, qu'ils passaient des nuits entières à bouillir parce que là, il y avait comme tout était manuel, mais est-ce que ces équipements-là, ça te permet peut-être d'avoir Ben oui, parce que moi, j'ai conçu le système ici en conséquence de la production qu'on avait. Fait que je voulais pas passer 10-12 heures par jour et même plus à bouillir, là. Fait que moi, l'objectif, c'était 5 heures dans une journée. Fait que c'est sûr que l'équipement est un petit peu plus gros que le normal à bien des places pour la quantité d'érable qu'on a, là. On a 3000 en taille, plus les 1500 de mon père à côté, qu'on a fait la production cette année aussi ici. Fait que c'est... quand on bouillait 5 heures, peut-être un petit peu plus par jour. Ça, c'est la partie qui est agréable à faire, parce que quand la journée est finie au niveau du sirop, c'est que l'étape suivante, c'est de tout laver et nettoyer les équipements, là. Ça, il faut que ça soit fait à chaque jour. À chaque jour. C'est ça qu'on oublie, là. Le secret là-dedans, là, ce que des gens font pas, c'est que nous, là, c'est laver à chaque jour. Ça veut dire que quand la journée de production elle est finie, mais on sort les 3 plats qu'il y a en avant, on les vide, on les fait laver. J'ai un équipement qu'on appelle un lave-panne où on met ces pannes-là dessus l'équipement. Puis c'est des gicleurs, dans le fond, qui font en sorte que ça se lave tout seul. Fait que le lendemain, quand on remet ça là, l'équipement est lavé, on a juste à frotter, ça prend 5 minutes, puis c'est pareil comme si c'était neuf, là. Puis la première partie, qui est la partie en arrière, qui est la plus grande panne, là, qu'on appelle, où ce qui accumule le plus d'eau, là, elle, c'est des rayons là-dedans. Fait que la chaleur, le feu passe dans ces rayons-là. C'est là que la première partie d'évaporation doit se faire. Mais elle, on la lave à tous les 2 jours, 3 jours, selon l'accumulation de saleté qu'il va y avoir dedans. Puis encore là, on a un équipement, un lave-panne, comme on l'appelle encore, qui vient avec. Fait qu'on la vide. On vide l'eau d'érable, le concentré qu'il y a dedans. Puis après ça, il y a un circulateur avec des jets qui font en sorte que ça se lave. Fait qu'en moyenne, c'est à tous les 2 jours qu'on lave ça. Le secret pour faire du beau sirop, du sirop de meilleure qualité, qui va avoir une couleur la plus belle possible. Nous, on fait beaucoup de sirop clair, là, qu'on appelle ici. Après ça, on va avoir du sirop qui va être ambré au fur et à la saison à l'avance. Mais c'est les 2 qualités de sirop qu'on veut avoir le plus possible. Fait que si on veut en faire le plus possible, mais le secret, c'est de laver nos équipements. OK. Ça, c'est... D'un, garder notre eau d'érable fraîche, puis la concentrer le plus vite possible, puis laver les équipements, c'est le secret pour faire du beau sirop.
Puis on a nos 3 cheminées, hein, qui nous permettent d'apercevoir au loin qu'une érablière, Oui, elle a il y a sa bouille parce qu'il y a de la vapeur qui Ouais. sort, qui c'est de la vapeur d'eau. Ben, il y en a deux que c'est les vapeurs d'eau. Il y en a une, c'est là-dedans qu'on fait notre eau chaude. Il y a un serpentin. OK. L'eau chaude, je vous expliquais tantôt, là, elle se fait aussi dans cette cheminée-là, OK. celle du centre. Puis en arrière, mais c'est la cheminée du feu. Là. C'est elle qui accumule la partie du feu qui chauffe. Puis après ça, le sirop d'érable, ben, il sort ici, là. Ouais, là, c'est ça. Il y a toute la tuyauterie qui vient ici, puis le sirop sort à la dernière étape, qui circule, il s'en vient jusqu'en avant. Puis en avant, mais il sort dans le sirotier qu'on vient mettre ici. Là. Le sirotier, c'est ça ici. C'est celui-là. C'est ça là. ici. Ouais. Puis lui, l'étape suivante, quand un sirop est dans le sirotier, on a une presse. C'est des rayons avec des filtres que la pression fait en sorte que le sirop passe dedans, puis on vient éclaircir notre sirop. Encore. Ça, c'est la dernière étape du sirop. Il passe dans la presse pour l'éclaircir. Sans perte de saveur. Sans perte de saveur, parce que ce procédé-là, il fait en sorte que c'est juste la pression qui passe dans des filtres, puis le sirop sort de là clair. Ben, monsieur le sériculteur, merci beaucoup. Merci Pierre. Ça m'a fait plaisir.